Bonjour ou bonsoir à tous, tout dépend de l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. Je suis Tianzi, créateur de la planète Taku. Dans cette vidéo, je vous parle de Guillermo del Toro, de sa filmographie et de ce qui m'attire dans son cinéma. Je vais vous montrer pourquoi il est un de mes réalisateurs préférés, sans aucun film qui m'ait déçu. Certains de ses films sont mes préférés. J'apprécie globalement l'esthétique de son travail. On se retrouve après le générique. Ma découverte de Guillermo del Toro commence en plusieurs temps. Dans un premier temps, avec Blade, sorti en 2002, j'avais 17 ans à l'époque. Putain, ça ne me rajeunit pas tout ça. Et pour ceux qui ont vu mes précédentes vidéos, si vous vous en souvenez, à l'époque, je consommais les films comme de la nourriture sans me soucier de savoir qui l'avait fait, où, quand, comment. Maintenant, sautons dans le temps et passons de 2002 à 2004 et ensuite à 2008, qui correspondent respectivement aux années de sortie d'Hellboy et Hellboy 2 que j'ai adoré. Mais j'ai vraiment apprécié Hellboy 2 et particulièrement la scène où Hellboy saoule, complètement saoule, désolé pour l'expression, mais c'est clairement ça, où il se bourre la gueule en fait avec AB sur du Barry Manilow, I Can't Smile Without You. I Can't Smile Without You. Voilà, j'adore ce son. D'ailleurs, c'est dans ce film que j'ai entendu pour la première fois et j'ai tout de suite adoré. Et ça dénote tellement des films de super-héros à l'époque et même aujourd'hui, même si la série The Boys existe. Mais j'ai vraiment aimé le décalage de cette scène qui dénote avec le reste du film. C'est une scène en fait qui, ouais, on dirait qu'elle a été rajoutée, mais ouais, elle est tellement bien. En plus, un héros sous quoi, un héros, un personnage, un super-héros complètement sous dans un film. On a rarement vu ça dans les films de super-héros. Donc j'ai vraiment adoré cette scène. En plus, elle est très belle. Ça parle d'amour, voilà, amour impossible, et c'est magnifique. Enfin bref. Pour le Labyrinthe de Pan, sorti en 2006, j'avais refusé d'aller le voir au cinéma, car l'affiche ne me parlait pas plus que ça. Encore une connerie de ma part, et j'ai fini par le voir chez moi, et j'ai adoré le film, qui traite d'une période très rude durant la Seconde Guerre mondiale en Espagne. Et c'est surtout la partie fantastique qui m'a parlé. Sans vous spoil, si vous n'avez pas encore vu le film, ceux qui sont très terre à terre, la fin est dramatique. Ceux qui ont un peu de spiritualité comme moi diront que la fin est douce et amère. Mais je n'en dirai pas plus à ce sujet pour ne pas vous spoiler. Et quelques éléments que j'ai adorés, c'est le monstre avec dont il y a un œil dans les mains. D'ailleurs, ceux qui lisent la planète Taku verront un petit clin d'œil à ce monstre dans mon manga. Il y a aussi la scène de la porte qui m'oblige à croire au côté fantastique du film, même si certains n'y adhèrent pas. C'est à un moment donné, le personnage principal, donc c'est la petite fille, qui craint en fait un passage. Elle est enfermée dans une chambre, et avec une craie, elle va créer une porte imaginaire qui permet de sortir de cette pièce. Donc voilà, c'est une des raisons qui fait que j'y crois en fait. Au petit côté fantastique qui me parle et que j'ai adoré. Enfin bon. Après mon visionnage du Labyrinthe de Pan, je me rends compte que c'est Guillermo del Toro qui a fait Blade 2. C'est également lui qui a fait Hellboy 2. Du coup, dès que j'ai entendu parler de son prochain film, Pacific Rim, avec des mechas en mode Evangelion en 2013, j'ai tout de suite couru pour aller le voir au cinéma. J'ai pris mon pied sur les scènes d'action avec les kaiju et les Jaeger, qui sont vraiment très bien faits, très bien réalisés. Et d'ailleurs, au moment où je vous parle, nous sommes en 2023, je n'ai toujours pas vu d'autres films
avec des géants comme ça, en fait, des monstres de fer ou des créatures de chair et de sang, aussi bien réalisées que dans ce film. Bon, le scénario vole pas haut, évidemment, mais ce n'est pas pour le scénario qu'on va voir ce genre de film. On y va particulièrement pour apprécier en fait les scènes d'action. Et celle que j'ai adorée par-dessus tout, c'est celle où le Jaeger met un coup de poing qui rentre dans un bâtiment, en fait dans un building, et s'arrête devant un bureau sur lequel il y a un pendule de Newton. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un pendule de Newton, c'est simplement un pendule qui se compose de 5 billes qui permettent d'illustrer les théories de conservation de la quantité de mouvement et de l'énergie. Et le fait que le point du Jaeger s'arrête juste devant, sans le détruire, et sans détruire le bureau, ça m'a plu. Justement parce qu'on est dans le mouvement et dans l'énergie, quoi. Et il y a toute une symbolique derrière cette scène. Il y en a d'autres très belles, hein, mais voilà, c'est celle-là qui m'est venue à l'esprit par rapport à ce film, et qui m'a marqué dans le film surtout. Ensuite, il y a eu Crimson Peak, sorti en 2015, que je n'ai pas vu au cinéma. Malheureusement, je n'en avais pas entendu parler. Que j'ai bien aimé visuellement, mais que j'ai trouvé assez mou par moments, mais pas désagréable à regarder, avec certaines idées intéressantes à développer. La forme de l'eau, sorti en 2017, pour lequel il a eu l'Oscar du meilleur réalisateur, ça m'a un peu rappelé Splash de Ron Howard, sorti en 1984, que j'avais vu quand j'étais gosse. Même si ces deux films n'ont rien à voir visuellement, c'est le côté être marin enfermé et libéré par un être qu'il aime et l'histoire d'amour qui tourne autour des deux personnages. Dans Splash, c'est Tom Hanks, le personnage principal, qui sauve Daryl Hannah, qui est la sirène du film, dans Splash. Dans La forme de l'eau, c'est Sally Hawkins, dans le rôle d'Elisa Esposito, qui sauve Doug Jones, dans le rôle de l'homme amphibien. Ce même Doug Jones, d'ailleurs, joue également Abby dans Hellboy et Hellboy 2, le personnage aquatique de cet univers. Pas mal de belles scènes dans La forme de l'eau, que j'ai apprécié. Voilà. Ensuite, il y a Nightmare Alley, sorti en 2021, qui est une référence au film Freaks, sorti en 1932, de Todd Browning. J'ai également apprécié ce film, me considérant moi-même comme un Freaks. Il y a certaines choses dans ce film qui m'ont beaucoup parlé. D'une certaine façon, nous sommes, nous les artistes, les Freaks dans cette société, soit par l'intermédiaire de notre art, ou alors par notre créativité et la difficulté que certains d'entre nous avons à échanger avec les autres, qui ne sont pas des artistes. Notre art est de ce fait un moyen de communiquer avec les autres, et de sociabiliser évidemment. Pinocchio, sorti en 2022, que je vous conseille, et qui est en stop motion, qui change de la vision de Disney, sorti la même année d'ailleurs. Il y a aussi la série sur Netflix, Le Cabinet des Curiosités, sorti en 2022, qui vaut le coup d'œil, mais vu que Guillermo del Toro n'a réalisé aucun des épisodes, je ne sais pas si c'est pertinent d'en parler dans cette vidéo, mais je vous la conseille quand même. Je vous la conseille quand même parce que, j'ai particulièrement aimé les épisodes 1, 2, 3, 6, 7 et 8, sachant que pour moi l'épisode 4 est le plus mauvais de cette série, et le meilleur étant le 3. Il présente comme Alfred Hitchcock en fait, comme Alfred Hitchcock l'avait fait en son temps, avec les Alfred Hitchcock présente, c'est une série aussi pareille de 1957, où il présentait justement des épisodes, le même principe. Voilà. Sauf que là, dans le cabinet des curiosités, on retrouve quand même un peu l'aspect graphique en fait étrange des différents univers de Guillermo del Toro. Je pense avoir dit tout ce que j'avais à dire sur lui, hein, même s'il y a encore beaucoup à dire, mais j'essaie vraiment d'aller à l'essentiel. Je vous ai dit pourquoi j'apprécie son cinéma, son univers, ses propositions artistiques qui me parlent et m'inspirent. J'espère qu'il continuera à faire des films qui me parleront et continuera à m'inspirer. C'est vrai que j'ai parlé de Blade 2, mais j'ai pas dit ce qui m'avait plu dans Blade 2 par rapport au 1 que j'avais apprécié aussi, mais le 2 est vraiment, pour moi, c'est le meilleur des trois Blade. Dans le 2, déjà, il y a l'histoire qui est contée. D'ailleurs, il y a certaines similitudes entre Blade 2, le scénario de Blade 2, et le scénario d'Hellboy 2. Je m'explique. Dans Blade 2,
il y a une princesse avec son frère, le frère Onega, qui veut un peu détruire sa famille en fait. On retrouve ça dans Hellboy aussi également, la princesse avec son frère qui veut détruire sa famille aussi. Donc ce petit, ça m'a un peu, ça m'a un peu fait marrer quoi. C'est d'avoir de retrouver en fait la même idée, même si c'est raconté différemment dans Hellboy. Voilà. Ceci est ma quatrième vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. J'en ferai évidemment d'autres. La prochaine sera sur Zack Snyder, sa filmographie, ce que j'aime dans ses films et pourquoi il fait partie de mes réalisateurs dont j'ai le travail, malgré l'aspect putassier de ses films. Mais je développerai cette idée, cette idée dans la vidéo. N'hésitez pas à aimer la vidéo, à commenter, à poser des questions. Si parmi vous il y a des fans de manga, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil à mon œuvre, La Planète Taku, sachant que le 13 février 2023, je lance ma campagne nulle pour le tome 5, à laquelle vous pouvez déjà vous préinscrire. Bonne journée à tous ou bonne soirée, merci de votre temps qui est votre bien le plus précieux, et je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode de What I Love About It.